On vient d'avoir la sortie de 5 documentaires relativement courts de Tucker Carlson, donc un des plus grands journalistes actuellement au monde, sur les attentats du 11 septembre. Okay? Il apporte des éléments. Alors, est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Les complotistes, entre guillemets, ceux qui ont bac plus 15 en complotistologie, ils savent de quoi il s'agit et ils apprendront 2-3 éléments supplémentaires au niveau du gouvernement en regardant ces documentaires. Mais sinon, la plupart des choses, on connaît déjà. Mais là, cette série se focalise surtout sur l'aspect gouvernement, institution des États-Unis. OK? Alors, moi, j'ai regardé juste le premier. Ah bah, tu l'as fait. Brennan est quand même bien au centre du collimateur. Ça, c'est dans le premier épisode. Tiens, regarde. La série s'intitule The 9/11 Files et est décrite comme une enquête sur la véritable histoire des attentats du 11 septembre 2001 qui, selon les créateurs, a été cachée au peuple américain pendant près de 25 ans. Bon, l'objectif est de découvrir pourquoi certaines informations n'ont pas été partagées et de présenter de nouvelles découvertes. Mark Rossini, c'est un ancien agent du FBI intégré à l'unité Ben Laden de la CIA, affirme que la CIA était au courant de la présence et des projets des pirates de l'ère du 11 septembre, mais qu'elle n'a pas informé le FBI. Rossini mentionne spécifiquement que la CIA était au courant de la présence de Khalid al-Balagha et de Nawaf al-Balagha, deux des pirates de l'ère, et de leur entrée aux États-Unis. Il affirme que la CIA a délibérément omis de partager ces informations, peut-être pour dissimuler ses propres opérations ou tentatives de recrutement. Rossini affirme en outre qu'au lieu d'informer le FBI, la CIA a tenté de recruter Al-Miladar et Al-Lazimi pour une opération sous faux drapeau. Cette opération, selon la série, a échappé à tout contrôle et a conduit aux attentats du 11 septembre 2001. Une opération sous faux drapeau consiste généralement à mettre en scène un attentat et à l'imputer à une autre partie pour justifier certaines actions politiques. Donc, la version qui est donnée là, c'est que c'était quand même un faux drapeau organisé par la CIA, c'est juste que c'était hors proportion. Perso, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que les proportions étaient voulues pour que ça devienne un élément marqueur mondial, pas juste américain. La série suggère que cette tentative de recrutement faisait partie d'une stratégie de renseignement plus large qui a mal tourné. La série explore les implications de ces actions, suggérant qu'il y a eu dissimulation ou mauvaise manipulation de la part des agences de renseignement. Le récit s'interroge sur les motivations des actions de la CIA. Donc John Brennan, qui était le directeur à l'époque, c'est ça? Voilà. Non, il n'était pas directeur de la CIA, mais il était directeur de la CIA en Arabie Saoudite, qui dépendait des ambassades, dans lesquelles les visas ont été... Bref, il était CIA en Arabie Saoudite, et donc impliqué dans tout ça. Alors, le récit s'interroge sur les motivations des actions de la CIA, qu'il s'agisse d'incompétence, d'une décision stratégique ou de quelque chose de plus néfaste. Il aborde également l'impact plus large du 11 septembre sur la politique américaine, y compris la guerre contre le terrorisme. C'était la police internationale des États-Unis, ça a commencé à partir de là. Et la manière dont ces révélations pourraient remodeler la compréhension des événements. La série intervient à un moment où les événements du 11 septembre suscitent un regain d'intérêt, en partie en raison des débats en cours sur le récit officiel et la publication de documents précédemment classifiés, notamment la déclassification de certains documents liés au 11 septembre et l'examen minutieux du rapport officiel de la commission du 11 septembre. Donc ils ont réouvert la commission pour voir... Et tout le monde sait que cette enquête, elle était complètement incomplète. Complètement incomplète. Je suis fort ce soir. Et c'était n'importe quoi. Mais c'est pas seulement incomplète. Je veux dire, ils n'ont pas posé aucune question, notamment sur le building numéro 7. Ils posent tout un tas de questions. Ils ont dit, il est tombé. Regardez, vous avez bien vu qu'il était tombé. C'est bien la preuve qu'il y a des avions qui sont rentrés dedans. Alors que non, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Le toile de fond comprend les changements significatifs de la politique étrangère et intérieure des États-Unis après le 11 septembre, tels que le lancement de la guerre contre la terreur, le Patriot Act et une surveillance accrue. Et bien sûr, ça parle aussi côté financier, mais moi, je trouvais ça très rigolo. On avait appelé ça le Patriot Act. L'acte patriote. Donc, pour être patriote, il fallait que tu acceptes que ta vie privée soit totalement violée. Oui, parce que tu luttes contre le terrorisme. T'es avec nous, t'es contre nous, c'est ça.
Moi, il y a un truc que je retiens dans ce petit résumé. Donc, moi, j'ai vu que le premier épisode pour l'instant. J'ai pas eu le temps de voir la suite. Si tu descends un petit peu, s'il te plaît, quand il parle de néfaste, oui, alors une tentative de recrutement, de renseignement qui a mal tourné, et ça s'interroge sur les motivations des actions de la CIA. Est-ce que c'est de l'incompétence, d'une décision stratégique ou de quelque chose de plus néfaste? Ce que je veux dire, c'est que moi, dans ma conviction, c'est pas une opération de renseignement qui a mal tourné. Il y avait une vraie volonté derrière de l'État profond d'organiser tout ça. Mais tu te mets dans les chaussures de quelqu'un. Je vais te dire, il y a des gens dans ma famille, des gens que j'aime et qui sont proches. Quand on parle du 11 septembre, ils disent non, mais je ne peux pas croire que le gouvernement, que des gens dans le gouvernement américain aient réussi à faire ça. À partir du moment où tu mets en avant l'incompétence, on voulait faire quelque chose, mais en fait ça s'est mal passé, ça nous a échappé et tout ça. Là, tu te mets dans une situation où tu peux croire. En fait, j'ai l'impression que là, c'est Tucker Carlson, donc très grand public. On se rappelle combien elle avait fait de vues l'interview de Poutine de Tucker Carlson. Il a été presque à 1 milliard de vues ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, je veux dire, quelqu'un qui touche le public en masse. Et cette personne-là, ça me paraît cohérent, qui présente pas ça en mode full complotiste, genre loose change ou compagnie, mais du genre, la CIA voulait bien faire, ils avaient une idée, puis en fait, ils ont été pris par un hubris. Et donc, je vois ce que tu veux dire. C'est une porte d'entrée qui, à mon avis, passe mieux. Voilà, c'est comme ça on va dire c'est une façon d'aborder le sujet où la dissonance cognitive a moins de chances d'être déclenchée. C'est ça. Parce que c'est plus facile de croire à un accident, mais quand même un accident suite à une volonté de créer une opération sous faux drapeau. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire ça te met quand même la pilule dedans, même s'il te dit c'est pas la version complète, il te met le coup du faux drapeau dedans parce que il y a toutes les implications qui en suivent. Le seul qui a bénéficié de ces attentats finalement, c'est l'armée américaine. Le complexe militaire-industriel, ils se sont... tous ceux après qui ont profité de la reconstruction en Irak, voilà. Mais c'est important de garder en tête, Patriot Act. Les mots comptent. Pour moi, les mots, la Bible, elle me dit, Dieu, c'est les mots. La vérité, c'est les mots. Écoute les mots, ce qu'ils te disent, et là, tu comprends. Mais écoute le sens des mots. Patriot Act. L'acte patriote. OK? C'est important. On parlait tout à l'heure des trucs. Et vous savez qui a été un des gros acteurs sur la récupération des datas, etc., etc.? Palantir. Il se trouve que Palantir, il n'est pas ennemi avec Trump, à ma connaissance, tu vois. C'est qui? C'est Peter Thiel, c'est ça? Ouais, c'est Peter Thiel, Palantir. Écoute, ça... tu vois ce que je veux dire? Donc, tu veux ouvrir le sujet ou pas? Parce que Allez, si vous avez des choses à dire, moi j'attire juste l'attention sur les acteurs qui ont joué. Ne voyons pas la situation actuelle avec un regard entre 2017 et maintenant. Revenons un peu plus en arrière pour voir les acteurs. Et même si on commence le 11 septembre, c'est peut-être bien parce que c'est là où le monde a changé. Ouais. Le monde a changé. C'était un rituel de magie noire, dégueulasse, affreuse, pour mettre dans la tête des gens plein de choses et justifier. Vous savez combien de morts il y a depuis le 11 septembre? Quelle est la conséquence en nombre de morts de ce qui s'est passé le 11 septembre? Au moins 4 millions déjà en Irak, ça c'est sûr. Mais voilà. Plus. Combien en Afghanistan? 4 millions en Irak, c'est un peu gros. Moi j'étais à 1 million. 4 millions. Ah non. Non, c'était 1 million déjà il y a 15 ans. Ouais, bon, ok. Mais la déstabilisation derrière, il faut compter aussi toutes les morts d'un pays détruit au chaos qui devient un centre de formation du terrorisme. Après Daesh et tout. La Libye, l'Afghanistan. Ok. Il faut ajouter tous ces morts-là. Et du coup, de ces deux attentats, il y en a eu des dizaines, peut-être 15-20 millions de morts. Après, si tu prends le coût financier, avec les conséquences économiques que ça a, et les conséquences sur, tu vois, et la dette et la géopolitique et tout ça, je veux dire, c'était le coût d'une guerre, je me souviens plus du coût de la guerre en Irak, mais par jour, c'était des quantités faramineuses, c'était plusieurs milliards, prenez pas mot ce que je vais vous dire, j'ai plus le chiffre en tête, plusieurs milliards de dollars dépensés par jour de guerre, et ils sont restés pendant des années et des années là-bas, quoi. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, parce que s'il est moins, on va dire... le coût des impôts, parce que toutes ces guerres sont financées avec les impôts, finalement, c'est de l'argent détourné de l'argent du contribuable. Voilà, et du coup, la pauvreté qui s'ensuit, l'inflation massive et compagnie, donc ouais, ça
Donc, vrai, je suis d'accord, le monde a changé ce jour-là. Et si on prend à partir de là, il y avait certains mots qui ont été utilisés et certains actes qui ont été posés qu'il ne faut pas oublier. Moi, Palantir, quand j'entends ça, j'ai tout de suite mes détecteurs de bullshit qui se réveillent. En fait, partout où il y a Palantir, derrière, il y a une magouille. C'est-à-dire que ce dont quoi Palantir participe, ce n'est pas ce qu'il te dit. Tu vois. Écoute, à ce sujet-là, voilà ce que je peux te dire. Effectivement, Palantir a une connotation très très négative dans mon esprit et dans l'esprit de tous les gens qui se posent 2-3 questions sur ces sujets-là et qui ont entendu parler de Palantir. Ça, je veux dire, c'est très vrai. Maintenant, je vais essayer de me mettre avec un prisme positif, voilà, dans l'hypothèse où il est avéré que Trump il est gentil et qu'il veut sauver le monde, etc., etc., etc. Regarde ce qu'il a fait avec Facebook. Parce que les gens, je trouve que le parallèle Palantir-Facebook est très pertinent. Parce que les gens se choquent beaucoup de Palantir, ouais, machin, la vie privée, la collecte des datas et tout ça. Et par contre, ouais, vas-y, je vais te mettre toutes mes photos de vacances sur Facebook, les photos de mes enfants, et je vais raconter toute ma vie. Et Facebook, je veux dire, de manière de notoriété publique, a participé et au complexe de la censure, a récolté toutes les datas, les a vendues à des gens qui n'avaient pas le droit de les vendre. Il a essayé de s'infiltrer dans les feeds des gens pour essayer de voir, tiens, si on leur met que des nouvelles dépressives, est-ce que les gens ils vont se tuer ou pas? Tiens, juste pour savoir, on en avait parlé de ça, vous rappelez-vous? Et donc, dans un contexte de Facebook, tu regardes Facebook en 2020-2021, genre ils étaient les pionniers de la censure sur le Covid, et Facebook en 2024. Maintenant, limite, Mark Zuckerberg, il me paraît sympathique, alors qu'avant, ça me paraissait être un cyborg avec l'empathie d'un Robocop, quoi, tu vois. Et donc, d'un point de vue économique, moi, si je suis Trump, 2 secondes, t'as le choix. T'as une société vérolée, mettons, Palantir, ok, c'est-à-dire impliquée dans tout un tas de saletés, qui a c'est un homme d'affaires, on l'a mentionné tout à l'heure, qui a une valeur boursière, des actifs, des implications. Genre, soit tu as le choix de la détruire, soit tu as le choix de la retourner de l'intérieur pour faire de l'aïkido économico, politico, espionnage, et de renverser ce pouvoir-là pour qu'il serve tes intérêts à toi. Et dans mon hypothèse, Trump, c'est un gentil qui veut le bien de la planète, donc pour le bien du peuple et des gens et qu'il essaie de défendre. C'est un choix qui pourrait se justifier et qui pourrait se comprendre. Au lieu de détruire quelque chose de gigantesque et de néfaste, tu le transformes en quelque chose de gigantesque qu'il était déjà et de positif. Ouais, mais gardons toutes ces histoires de Palantir par rapport à la suite de l'émission. Okay.